Cela témoignait du courage et du dévouement à son unité. Pour un viking, porter une cicatrice au visage racontait qu'il avait échappé à la mort, versé son sang et survécu. Ces cicatrices transmettaient le message suivant: « Je ne suis pas resté à la maison, j'ai combattu pour ma communauté et j'ai survécu ». De même, des mains calleuses, durcies par un travail acharné, et une peau bronzée, brûlée par le vent et le soleil, témoignaient de la paresse, de la liberté et du travail acharné. Ces marques étaient les mêmes que celles d'une personne assise chez elle dans le froid. Cela n'indiquait pas la noblesse, mais plutôt un conquérant des mers et un cultivateur de la terre. Les rides autour de vos yeux étaient le résultat de longs voyages en mer ou de plissement des yeux face au soleil partant orageux. C'étaient des signes d'expérience et de sagesse. Votre corps était une épopée silencieuse, criant que vous étiez prêt à affronter les pires coups de l'hiver et à survivre. C'était la beauté de cette fonction. Fermez les yeux et imaginez-vous au foyer d'une colonie viking, entourée de laine et de cuir, imprégnée d'une odeur de fumée. À cette époque, le visage et le sourire n'étaient pas seulement une affirmation esthétique, ils étaient aussi une déclaration silencieuse de survie et de statut social. Pour les Vikings, les dents étaient leur langage, et leur perfection en disait long sur leur beauté et leur valeur sociale. Pour un Viking, une dentition forte et complète était un indicateur clé de leur beauté et de leur santé. Le régime alimentaire de l'époque était rigoureux. Une alimentation riche en céréales, en viande dure et en noix entraînait une usure importante des dents. Garder ses dents intactes ne signifiait pas seulement avoir de bons gènes, cela prouvait aussi qu'on avait accès à une alimentation adéquate et qu'on n'avait pas succombé à la maladie dans son enfance. La perte de dents était souvent associée à l'âge avancé, à une maladie grave ou à la malnutrition. Un sourire aux dents saines était un signe de longévité et de bonne santé, une qualité très prisée pour ceux qui recherchaient un conjoint ou un partenaire commercial. Cependant, à l'époque viking, les dents n'étaient pas seulement un symbole de bonne santé. Ce n'était pas un symbole de force, cela pouvait aussi être un signe de statut social et de courage. Des découvertes archéologiques ont montré que certains guerriers vikings portaient des lignes profondes gravées horizontalement ou verticalement sur leurs dents. Ces sillons étaient soigneusement conçus et généralement remplis de peinture rouge ou noire. Ce procédé était extrêmement douloureux et risqué et nécessitait à l'époque l'intervention d'un dentiste spécialisé. Un guerrier qui portait ce tatouage sur les dents n'avait pas seulement des préoccupations esthétiques, il contribuait également à la société en devenant une figure forte. Cela envoyait un message: je ne suis pas insensible à la douleur, je n'ai pas peur du danger et je suis assez riche pour me distinguer de l'ennemi. De telles modifications rendaient un guerrier plus redoutable aux yeux de ses ennemis et plus respecté par sa propre communauté. Ainsi, pour un viking, être parfait signifiait posséder une intégrité naturelle, tandis qu'être volontairement imparfait et marqué pouvait représenter une esthétique héroïque audacieuse. L'hygiène bucco-dentaire, en revanche, était une source d'attrait inattendu. Contrairement à l'image vulgaire du viking dans la culture populaire, les Vikings accordaient une grande importance à l'hygiène personnelle. On retrouvait régulièrement des cure-dents et des cure-oreilles en os et en cornes dans les tombes et les villages. Prévenir les maladies des gencives et la mauvaise haleine en nettoyant les résidus alimentaires était important non seulement pour la santé, mais aussi pour l'acceptation sociale. Une mauvaise haleine pouvait être perçue comme un signe de mauvaise santé physique ou d'appartenance à une classe sociale inférieure. Par conséquent, une haleine fraîche et des dents propres était un signe de bien-être et de statut social. C'était un signe de respect des rituels. Avoir des dents défectueuses était généralement inévitable. De nombreux vikings d'âge mûr perdaient des dents. Ces pertes n'étaient pas un symbole de statut social, mais étaient acceptées comme une conséquence naturelle du vieillissement. L'important était que les dents soient exemptes de caries et d'infections, car une infection pouvait être mortelle. Si une dent manquante signifiait la longévité, une dent infectée rendait la bouche instantanément inesthétique. Par conséquent, un sourire dans un village viking était considéré comme un symbole. Sa signification était multiple. Des dents parfaites, solides et blanches représentaient la beauté simple et universelle de la santé et d'une bonne nutrition. Mais des dents volontairement taillées et teintes créaient une perception plus complexe et saisissante de la beauté, celle du courage, du statut social et de l'intrépidité individuelle.
À cette époque rude, vos dents étaient votre biographie la plus authentique. Elles racontaient votre longévité, votre alimentation et votre courage. Pour les Vikings, les cheveux blonds n'étaient pas seulement une couleur, c'était un symbole direct de divinité. C'était la représentation physique du lien, de la lignée et de la pureté. Freya, petite fille du dieu principal Odin et déesse de la beauté, avait les cheveux dorés ou des bijoux étincelants. Être blonde signifiait appartenir à cette lignée divine, être née dans une position privilégiée au sein de la tribu ou souligner fortement les origines scandinaves. Ce trait génétique était particulièrement répandu dans les colonies du sud du Danemark et de la Suède. Cependant, avec l'expansion des colonies et l'apparition de races mixtes, la blondeur s'est progressivement répandue. C'est devenu une qualité désirable et accessible. La méthode utilisée par un viking aux cheveux noirs pour obtenir ce look idéal était bien loin des salons de coiffure d'aujourd'hui et était terriblement puissante. L'ingrédient de base était un savon caustique, fabriqué à partir de cendres et d'huile. Ce savon servait non seulement à éliminer les impuretés, mais aussi à blanchir. La cendre de hêtre était souvent bouillie avec de la graisse animale riche en potasse et transformée en cataplasme, créant ainsi un composé hautement alcalin. Ce savon était connu pour ses vertus pour le cuir chevelu. C'était brûlant et irritant. Cependant, son pouvoir chimique pouvait dissoudre le pigment d'ombre des cheveux. Le rituel était long et patient. Le viking aux cheveux noirs appliquait un épais cataplasme de savon caustique sur ses cheveux et, s'il était un homme, sur sa barbe. Une fois les cheveux enduits de ce puissant mélange, ils étaient laissés dans un environnement chaud, généralement près du foyer d'une maison longue ou au soleil en été pendant des heures. Ce temps d'attente était crucial pour que la substance alcaline pénètre dans la tige capillaire. Pendant ce temps, la sensation de brûleur sur le cuir chevelu pouvait être insupportable. C'était le désir des Vikings d'avoir une belle apparence. C'était un test silencieux pour évaluer la douleur que l'on pouvait endurer pour ses cheveux. Après la période d'attente, les cheveux étaient lavés à grande eau, généralement dans des bains d'eau chaude. Le résultat était généralement d'un ton jaune vif, sans être cuivré. Ce phénomène était particulièrement fréquent chez les cheveux foncés à forte pigmentation rouge. À mesure que le rituel était répété, la couleur des cheveux s'estompait progressivement vers un jaune clair. Ce processus ardu démontrait à lui seul que la blondeur n'était pas seulement une question de chance génétique, mais aussi d'effort personnel. Et la considérait comme un signe de richesse. Un bon savon et de l'eau propre n'étaient pas faciles à obtenir. L'attrait de ce rituel ne résidait pas seulement dans sa couleur, il présentait deux avantages pratiques importants. Hygiène. Un savon alcalin puissant était incroyablement efficace pour tuer les poux et les lentes fréquents dans les cheveux et la barbe. Par conséquent, la blondeur était un signe de propreté et d'absence de maladie. Quiconque pratiquait régulièrement ce rituel témoignait d'une bonne santé et d'une bonne hygiène. Vikings, Moyen-Âge, ils étaient considérés comme beaucoup plus propres que de nombreuses communautés d'autres régions d'Europe. Pour une personne aux cheveux foncés, se faire blondir signifiait pouvoir patienter quelques heures et s'offrir de l'encens coûteux. La blondeur devint ainsi un luxe. Les Vikings qui s'enrichissaient grâce au commerce ou qui menaient des expéditions fructueuses renforçaient visuellement leur statut social par ce rituel. Être blond dans un village viking ne se résumait pas à la beauté. Cela signifiait aussi montrer qu'on était béni des dieux, indemne de maladies, riche et résistant à la douleur. Ce rituel témoignait de la détermination du Viking à préserver sa personne et son statut malgré les rudes conditions hivernales. Une apparence aussi chargée de sens était devenue l'un des éléments les plus attirants et désirables du village. Imaginez-vous maintenant dans la pénombre de la maison longue d'une colonie viking, emportée par les vents rigoureux du nord. Pour un viking, tout sur le visage était une expression de statut et d'identité. Cependant, le plus puissant et le plus attirant d'entre eux était la barbe. Pour la culture viking, la barbe n'était pas une simple masse de poils, c'était un symbole fondamental, connu sous le nom de « pouvoir de la barbe », qui déterminait la beauté, les prouesses guerrières et le potentiel de leadership d'un homme.
La barbe avait une signification profonde dans les croyances et la mythologie viking. Le dieu principal, Odin, était représenté avec une longue et magnifique barbe. Thor avait une courte barbe rousse, symbole de force. La barbe n'était donc pas seulement... Elle ne signifiait ni l'âge ni la sagesse. C'était aussi une extension physique de ce lien avec le pouvoir divin et les ancêtres. Plus la barbe d'un homme était épaisse et longue, plus elle reflétait clairement le pouvoir et l'honneur. Un jeune homme sans barbe n'était pas encore considéré comme un homme à part entière. La barbe confirmait visuellement la majorité et l'accession à un rôle social à part entière. Cependant, une longue barbe ne suffisait pas à être attirant. L'hygiène et la propreté étaient essentielles. Contrairement à la culture populaire, les Vikings n'étaient ni sales ni négligés. Au contraire, ils accordaient une grande importance à l'hygiène personnelle, notamment à la barbe. Une barbe soignée témoignait du respect de soi et de son entourage. Une barbe négligée, couverte de pellicule ou inégale, était signe de maladie, de paresse ou de maladresse sociale. C'est pourquoi on retrouvait fréquemment dans les tombes vikings des peignes en os ou en corne, ainsi que de petits ciseaux pour tailler la barbe. Un homme se peignait la barbe quotidiennement pour la garder propre après les mariages, préservant ainsi son hygiène personnelle et sociale. Elle remplissait une fonction hygiénique. L'entretien de la barbe n'était pas négligé, même au retour du champ de bataille ou des expéditions navales. Sa longueur et sa densité déterminaient directement la beauté et le prestige d'un guerrier. Une barbe fournie et bien entretenue constituait un bouclier naturel protégeant le visage des rigueurs de l'hiver. Elle bloquait les vents froids et l'humidité. C'était aussi un avantage pratique pour la survie. La barbe était intimidante sur le champ de bataille. Un guerrier la tressait et l'ornait parfois d'anneaux métalliques ou de perles. Son ornementation symbolisait la force et la détermination de l'homme. Face à un tel guerrier, l'ennemi voyait non seulement l'homme, mais aussi ce magnifique symbole de sa lignée et de son pouvoir. Pour ceux qui occupaient des postes de direction, la barbe était une preuve tangible de sagesse et d'expérience. Une longue barbe grisonnante pour un chef de clan, un législateur ou un orateur de bas étage signifiait qu'il avait passé de nombreuses années dans la société, traversé de nombreuses tempêtes hivernales et prononcé de nombreux discours parlementaires. Ce type de barbe représentait l'autorité et la mémoire collective. Toucher ou manquer de respect à la barbe d'un chef était considéré comme une atteinte à l'honneur du clan. La couleur de la barbe jouait également un rôle dans l'attractivité. Les couleurs vives, comme le rouge ou le jaune doré, étaient plus recherchées, car associées aux dieux et à la richesse. Les Vikings aux cheveux foncés, comme mentionné précédemment, utilisaient des savons puissants pour éclaircir leurs cheveux. Ce rituel pouvait être souligné par la barbe. Cette beauté n'était pas seulement un don de la nature, mais aussi le fruit d'un effort personnel. Cela représentait un investissement coûteux. Le climat nordique froid, l'odeur intense de fumée et les conditions de vie difficiles pouvaient évoquer des images de gens sales et négligés. Pourtant, la vérité révèle l'un des détails les plus surprenants et fascinants de l'histoire. Les Vikings étaient obsédés par la propreté et leur rituel hebdomadaire de bain chaud, le Laogarder, était au cœur de leur conception de la beauté et de leur acceptation sociale. Selon les normes de leur époque et de leur géographie, les Vikings étaient exceptionnellement hygiéniques. Cette passion, ce n'était pas seulement une question de confort personnel, c'était une affirmation de statut, une obligation sociale et un rituel religieux. Être considéré comme attirant dans un village viking commençait par une tenue propre et soignée. Une personne sale et malodorante, aussi puissante ou riche soit-elle, risquait d'être ostracisée, ou du moins méprisée dans le cercle social. La mauvaise haleine était un signe de faiblesse, de maladie et de manque d'attention, un signe de dégradation sociale. Le point culminant de cette obsession pour l'hygiène était le rituel hebdomadaire du bain, le Lawar Daguerre, littéralement « jour du bain ». Ce jour tombait généralement un samedi et était un moment de pause, de purification et de renouveau pour toute la communauté. Ce bain n'était pas un acte précipité consistant à verser de l'eau, c'était un événement social élaboré qui durait des heures. Trouver de l'eau chaude en plein hiver demandait un effort considérable. De grosses pierres étaient chauffées au-dessus d'un feu de cheminée tout au long de la journée. Ces pierres incandescentes étaient ensuite soigneusement jetées dans l'eau, qui était ensuite versée dans de grands tonneaux en bois ou des salles de bain en pierre. Ce processus chauffait l'eau jusqu'à l'état de vapeur.
transformant la zone de bain en un véritable havre de paix. La pièce était remplie d'une vapeur riche et relaxante. Cette vapeur non seulement enlevait la saleté, mais détendait aussi les muscles fatigués après un dur labeur hivernal et adoucissait la peau et les cheveux. Les bains étaient un événement collectif plutôt qu'une activité individuelle. Hommes et femmes, personnes âgées et enfants se réunissaient. C'était une occasion de bavarder, de se raconter des histoires et d'exhiber de nouveaux vêtements ou bijoux. L'exposition des dernières tuniques en laine ou des broches en argent poli dans ce décor symbolisait le statut social et cela renforçait les signes de richesse. La propreté était liée à la richesse. Rester propre impliquait d'avoir des savons coûteux, beaucoup d'eau et du temps consacré au repos. Le rituel du bain ne se limitait pas au simple ramonage de la cheminée. Comme mentionné précédemment, les cheveux étaient lavés avec des savons alcalins puissants. Ce savon les nettoyait et leur donnait la teinte blonde souhaitée. Ensuite, cheveux et barbe étaient soigneusement peignés. De nombreux peignes découverts par les archéologues indiquent que les Vikings portaient leurs pennes comme les guerriers portaient leurs épées. C'était un outil défensif, utilisé non seulement pour soigner les cheveux, mais aussi pour se protéger des maladies et des parasites. Une barbe et des cheveux propres et sans nœuds étaient un signe d'ordre et de maîtrise de soi. On se coupait les ongles et on épilait les poils indésirables du visage à la pince à épiler. Ce souci méticuleux du détail démontrait qu'un Viking était non seulement fort, mais aussi sophistiqué. Au lieu de se parfumer pour masquer leur odeur, les Vikings se frottaient la peau avec des huiles et des extraits de plantes, optant pour une odeur naturelle et pure. A Verdfernfrisch Chamber's expression of self is twofold. Ce rituel hebdomadaire de purification avait aussi une profonde signification religieuse et mythologique. Dans la mythologie nordique, la propreté et l'ordre étaient importants. Se laver était aussi considéré comme une façon de se purifier du mauvais sort et des mauvais esprits. Ainsi, pour être considéré comme attirant dans un village viking, il ne fallait pas afficher une sauvagerie immonde, mais une apparence éclatante et soignée. La propreté et le soin du corps était un langage silencieux qui témoignait de discipline, de richesse et de respect des règles sociales. Même en plein hiver, les Vikings... C'était le rituel de beauté sociale et personnelle le plus important, régénérant le corps et l'âme, alliant ainsi une esthétique de survie austère à une passion surprenante pour l'hygiène. Pour les Vikings, la propreté était une arme sociale. Mauvaise odeur et apparence négligée étaient synonymes de manque de fiabilité, de maladie et de statut social inférieur. Par conséquent, l'inclusion de ces petits objets personnels dans la tombe d'une personne témoignait de la grande valeur que ces objets revêtaient au cours de sa vie. La philosophie de beauté des Vikings était extérieurement austère et sauvage. Bien qu'il s'agisse d'un peigne, il exigeait discipline et soin de l'intérieur. La pierre angulaire de cette philosophie était le peigne. On en trouve dans presque toutes les tombes vikings, preuve de l'importance universelle et quotidienne du peignage. Ces peignes étaient généralement en os ou en corne, à double face et à dents fines. Le peigne viking ne servait pas seulement à se coiffer, mais aussi à lutter contre les poux et les lentes, vecteurs de maladies. Il permettait de maintenir une bonne hygiène. C'était un symbole concret d'habileté. Des cheveux et une barbe soignés, sans nœuds et propres, étaient un signe d'ordre, de respect de soi et de santé. Cela faisait instantanément d'un viking un arracheur de montagne à cette époque. L'honneur acquis par la force brute était complété par une chevelure propre et soignée. La pince à épiler, souvent retrouvée dans les tombes, est un autre détail surprenant. Cet outil simple servait à tailler les sourcils, à éliminer les poils indésirables du visage ou à affiner les lignes de la barbe. Ce travail méticuleux était non seulement utile pour les Vikings, mais aussi... Cela témoigne également de l'attention que les Vikings portaient aux détails esthétiques. Un guerrier souhaitait paraître aussi soigné et soigné lors d'un festin qu'au moment de partir au combat. Les pinces à épiler témoignaient de l'hygiène personnelle et de la grâce sociale. Elles étaient une expression silencieuse de civilité et de respect. Les cures-oreilles faisaient également partie des soins quotidiens. Ces petits outils en forme de cuillère
témoignent de l'attention méticuleuse des Vikings à l'hygiène personnelle. Ils étaient essentiels pour contrôler les odeurs corporelles et la saleté. Ils étaient essentiels aux interactions sociales. Les mauvaises odeurs diminuaient la valeur sociale d'une personne. Ces outils témoignaient d'une attention portée aux détails, même invisibles. La philosophie de beauté de ces outils de soins personnels reposait sur la continuité et la préparation. Ces outils accompagnaient un Viking même sur le champ de bataille, en mer ou au cœur de l'hiver. Une pince à épiler ou un peigne était tout aussi important qu'une hache. Si la hache protégeait le corps des dangers extérieurs, ces outils préservaient le statut social et la santé d'une personne. Les outils étaient un signe de soin constant et d'autodiscipline. En pratiquant ces rituels réguliers, un Viking créait un ancrage de civilisation et d'ordre contre le chaos et les rigueurs de l'hiver. Entrer dans une tombe avec ces outils démontre que cette philosophie de propreté et d'ordre faisait intégralement partie de l'identité personnelle, qu'il souhaitait préserver même dans l'au-delà. Ainsi, ces petits outils retrouvés dans une tombe viking témoignent non seulement de leur propreté surprenante, mais aussi de leur beauté et de leur attrait. Ils associent respect et hygiène. La géographie et le climat scandinave dans lesquels vivaient les Vikings rendaient la vie rude. Les hivers étaient longs et sombres, et le risque de famine élevé. Au cœur de l'hiver, les réserves de nourriture s'épuisaient. Les voyages en mer s'arrêtaient et la survie dépendait des réserves d'énergie du corps. Dans ce contexte, une silhouette légèrement ronde ou robuste indiquait qu'une personne disposait d'une réserve de sécurité pour les rudes mois d'hiver. La masse grasse indiquait seulement qu'elle était bien nourrie. C'était un signal silencieux annonçant qu'on avait réussi l'été et l'automne précédents et qu'on avait accumulé suffisamment d'économies pour survivre à l'hiver. C'était la garantie la plus élémentaire et la plus fiable pour ceux qui cherchaient un conjoint ou un partenaire pour fonder une famille. Dans la société viking, la maigreur était automatiquement synonyme de maladie, de faim chronique ou de pauvreté. Quiconque abordait l'hiver avec maigreur risquait non seulement sa vie, mais risquait aussi d'épuiser les ressources de la communauté. Par conséquent, une silhouette excessivement maigre était un facteur déterminant. On l'apercevait comme un signe peu attirant et de mauvais augure. Une silhouette saine, en revanche, témoignait de sa force et de sa contribution au bien-être de sa famille. Elle incarnait la fiabilité et la stabilité. Cette esthétique de l'abondance était particulièrement vitale pour les femmes. La beauté féminine était directement liée au potentiel reproductif et à la capacité d'élever des enfants en bonne santé. Une femme capable de maintenir un poids santé même au cœur de l'hiver pouvait donner naissance à des enfants en bonne santé. Cela prouvait que la mère pouvait porter et allaiter. C'était le plus grand atout pour la survie de la famille et l'avenir de la communauté. Un corps rond était non seulement un symbole esthétique, mais aussi un symbole de réussite biologique. Pour les hommes, une carrure robuste était synonyme de résistance à l'hiver et de force physique. La vie viking était un travail physique constant. Couper du bois, labourer les champs, construire des navires et se battre. Une masse musculaire dense, soutenue par un pourcentage de masse grasse sain, témoignait de la capacité d'accomplir ces tâches. Une musculature excessive. On recherchait plutôt une structure fonctionnelle et solide. Celle-ci permettrait de résister aux rudes tempêtes hivernales et de manier la hache de guerre longtemps. Cette approche esthétique avait également une dimension sociale. Les banquets et les festins étaient un élément important de la vie sociale viking. Bien manger lors de ces festins, tout en conservant sa forme physique, témoignait d'une position sociale solide. Être rassasié et heureux à table était signe d'abondance et de joie. Cette abondance du corps, son reflet, prouvait que votre clan était riche et prospère. Dans un village viking, être considéré comme attirant ne reposait pas sur la fragilité de la faiblesse, mais sur la force tangible de la survie. Votre corps était un outil, aussi important qu'une épée, une forteresse contre le froid hivernal, la famine et les épreuves. Avoir un pourcentage de masse grasse sain était le signal le plus discret, mais le plus puissant, qui confirmait que vous étiez non seulement beau, mais aussi fiable, riche et expert en survie. C'était un gage de fonctionnalité et de réussite biologique. C'était le summum de l'esthétique viking. L'esthétique viking exaltait les marques de la victoire. Une cicatrice n'était pas seulement une marque de blessure,
C'était la confirmation visuelle qu'une personne avait affronté la mort, versé son sang et survécu. C'était le témoignage le plus sincère du courage et de l'habileté d'un guerrier sur le champ de bataille. Une longue cicatrice blanche laissée par une épée indiquait qu'une personne n'avait pas fui la bataille, mais qu'elle avait résisté à l'ennemi et était capable de remporter le combat. Par conséquent, une cicatrice ancienne et distinctive dégageait une image de fiabilité, de robustesse et d'expérience. Ces qualités étaient essentielles à la survie du clan, ce qui le rendait extrêmement attrayant pour un viking. L'emplacement d'une cicatrice était également important. Les cicatrices au visage étaient considérées comme les plus hautes distinctions, surtout parmi la noblesse et les guerriers. Le visage était une zone non protégée par une armure, et donc constamment exposée au combat. Survivre à un coup au visage signifiait que le guerrier avait combattu en première ligne, affrontant l'ennemi face à face. C'était un symbole d'audace. On pense même que certains guerriers ne couvraient pas leurs blessures ou prolongeaient délibérément leur guérison pour accroître cet honneur, car plus une blessure était visible, plus son histoire était puissante. Ces cicatrices renforçaient le mythe d'invincibilité de la personne. La cicatrice d'une vieille hache sur le bras ou l'épaule symbolisait non seulement le courage, mais aussi la loyauté. Cette cicatrice signifiait que la personne s'était mise à couvert pour protéger un camarade ou avait été blessée lors d'une mission dangereuse pour assurer la sécurité du navire. La loyauté mutuelle était primordiale dans la société viking. Une cicatrice était la preuve physique de l'adhésion à ce contrat social. Les cicatrices étaient également étroitement liées à la tradition orale de la culture viking. Lorsqu'un guerrier révélait sa blessure lors d'un festin, c'était le début d'un récit épique. Les auditeurs voulaient savoir quand, où et contre qui la blessure avait été reçue. Pouvoir raconter cette histoire renforçait l'éloquence et le charisme personnel d'un guerrier. Une cicatrice n'était pas seulement une marque physique, c'était aussi le capital social d'une personne. C'était également vrai pour les femmes. Une femme viking combattait rarement au front. Cependant, des callosités profondes et anciennes ou des cicatrices permanentes dues à des accidents, formés lors de la défense de son foyer, de voyages en mer pénibles ou de travaux physiques pénibles, témoignaient de son endurance et de son assiduité. Dans une société où la paresse était une peine de mort, de telles marques sur le corps témoignaient de la contribution d'une femme à la survie du clan. C'était une preuve concrète, ce qui la rendait particulièrement attrayante. Ainsi, pour les Vikings, la beauté ne reposait pas sur la fragilité ou la douceur. Une cicatrice était un sceau d'accord, prouvant qu'une personne avait conclu un pacte avec la vie et l'avait remporté. Une peau lisse, aussi saine soit-elle, signifiait qu'elle n'avait pas encore passé l'épreuve. Une cicatrice, en revanche, symbolisait la robustesse, l'expérience, l'honneur et la capacité de survivre. Ces qualités étaient les plus précieuses dans les rudes conditions hivernales. Une cicatrice marquait le viking non seulement en tant qu'individu, mais en tant qu'être vivant et répondant à la tendance supérieure de survie. Cela ferait une légende. Cette peinture sombre ou mélange de traces que les Vikings appliquaient autour de leurs yeux était généralement un pigment à base de colle ou de minéraux similaires. L'attrait de cette pratique reposait sur 4 raisons principales, toutes directement liées aux rigueurs du mode de vie viking. Premièrement, la fonction la plus vitale de ce maquillage était de protéger des reflets. La vie viking se déroulait dans 2 conditions de luminosité extrêmes. Les longs voyages sur la surface scintillante de la mer du Nord en été et les vastes terres enneigées en hiver. La neige ou la glace réfléchissent intensément la lumière du soleil. Cela fatigue les yeux et nuit gravement à la vision. Tout comme les bandes noires que portent les athlètes modernes, comme les joueurs de baseball ou de football américain, ce pigment foncé absorbe également la lumière. Créer un contraste sur la peau autour des yeux réduit la quantité de lumière réfléchie pénétrant dans la pupille, permettant aux Vikings de conserver une vision nette pendant de longues heures. En mer comme au combat, une vision nette était essentielle à la survie et à la précision. Cet avantage pratique rendait le maquillage instantanément charismatique et digne de confiance. Ensuite, cette application sombre protégeait des maladies et des insectes. Certains dérivés de ces peintures minérales, utilisés par les Vikings, comme dans l'Égypte antique, possédaient de légères propriétés antiseptiques. Ils protégeaient la peau délicate du contour des yeux des irritations causées par le vent, le sel et l'hiver. Les mouches et autres petits insectes étaient également repoussés par l'odeur intense et la structure chimique du pigment sombre. Par conséquent, les gens évitaient le contour des yeux. Cette combinaison d'hygiène, de santé et d'esthétique était un signe d'intelligence et de préparation à la maladie. Enfin, ce maquillage avait une fonction esthétique et psychologique.
Des lignes sombres encadraient les yeux, les rendant plus profonds, plus expressifs et menaçants. Adopter un regard déterminé et sévère face à l'ennemi constituait un avantage psychologique pour un guerrier. Les Vikings, en particulier, utilisaient intensément les expressions faciales et le contact visuel. C'était une communauté qui communiquait. Un contact visuel fort témoignait du courage, de la détermination et du potentiel de leadership d'une personne. Ce cadrage sombre accentuait l'impact du regard, le rendant plus mémorable et impressionnant tant au combat que lors des rassemblements sociaux. Enfin, cette pratique constituait une affirmation d'identité et de statut social. Disposer du temps et des ressources nécessaires pour appliquer régulièrement ce maquillage, notamment avec des minéraux provenant de régions lointaines, signifiait que la personne était riche, voyageuse et jouissait d'un statut social élevé. Cela montrait qu'on était propriétaire. Tout le monde ne pouvait pas bénéficier d'un tel luxe et d'une telle minutie. Par conséquent, un maquillage des yeux foncé et soigné était non seulement une belle apparence, mais aussi un étendard discret qui affirmait sa position dans la hiérarchie sociale et son pouvoir commercial. Être considéré comme attrayant dans un village viking était loin d'être une conception fragile de la beauté. Le maquillage des yeux servait de mécanisme de défense contre les conditions difficiles, de garantie de santé et de symbole de statut, conférant aux Vikings puissance et attrait. Cette fonctionnalité avait une dimension artistique. C'est le reflet de l'intellect nordique qui en fit un synonyme. Dans le monde viking, les vêtements étaient principalement faits de laine et de lin. La laine elle-même offrait une protection vitale contre le froid hivernal. Sa qualité était donc directement liée à la capacité de survie d'une personne. Une tunique en laine lisse, finement tissée et durable, avait bien plus de valeur qu'une tunique épaisse et grossière, gage d'un travail de qualité supérieure et de matières premières de meilleure qualité. Plus le tissu était fin et régulier, plus son propriétaire était raffiné et sophistiqué. Le tissu qui recouvrait le corps était censé non seulement vous tenir chaud, mais aussi vous donner une allure élégante. Mais ce qui distinguait vraiment un viking du lot n'était pas sa texture, mais sa couleur. Les Vikings devaient se contenter de teintures végétales modestes, disponibles localement dans des tons pâles de brun, beige et vert. Les couleurs vives et éclatantes étaient un luxe, souvent obtenu avec des teintures importées. Les couleurs les plus attrayantes étaient les plus difficiles à obtenir. Rouge intense, bleu vif et parfois profond. Jaune. Le rouge était généralement obtenu à partir d'insectes importés de Méditerranée ou d'Europe de l'Est, un procédé extrêmement coûteux. Le bleu en particulier était fourni par les importations d'indigo et sa profondeur témoignait de l'étendue des réseaux commerciaux d'un individu. La couleur vive et saturée d'un vêtement témoignait de l'abondance des matières utilisées pour le teindre, signe direct de richesse et de pouvoir. Porter des vêtements aux teintes vives et uniformes révélait trois qualités chez un viking. Cela signifiait un pouvoir commercial. Cela signifiait que la personne avait participé à de longs voyages, possédait des routes commerciales prospères et entretenait des liens avec des régions lointaines et prospères comme la Méditerranée ou Byzance. La couleur de ses vêtements était une carte indiquant son histoire de voyage et son prestige mondial. Les teintures vives, symboles de statut et de richesse, étaient non seulement coûteuses, mais exigeaient aussi du temps et du savoir-faire. Posséder ces couleurs signifiait que votre foyer comptait des artisans qualifiés capables de travailler avec précision ces teintures onéreuses. Les vêtements au ton rouge ou violet confirmaient visuellement la noblesse de sang d'une personne et sa place au plus haut niveau hiérarchique de la communauté. Porter des vêtements aux teintes vives, même dans la grisaille de l'hiver, témoignait de confiance en soi, d'estime de soi et de volonté de l'afficher. Cette expression visuelle audacieuse permettait à une personne de devenir un centre d'attraction en société. Plus un vêtement était soigné, plus le respect et l'admiration pour cette personne étaient grands. La beauté, même dans les conditions hivernales les plus rudes, favorisait la prospérité et c'était la visualisation du succès. Ainsi, dans un village viking, honorer sa blessure ne suffisait pas à être considéré comme attirant. Le toucher de sa laine et l'éclat de sa couleur témoignaient sereinement de sa valeur économique et sociale. Ses vêtements étaient le messager le plus éclatant et le plus discret de sa puissance et de sa gloire. Imaginez-vous au milieu d'un festin bondé dans une maison longue viking. Dans ce monde, il existe un signe aussi important, voire plus personnel et significatif que la couleur de ses vêtements. L'acceptation était directement liée non seulement à l'apparence physique, mais aussi au pouvoir économique. Le point des brassards et la pureté du métal étaient des indicateurs clairs de la réussite commerciale d'une personne et du butin de ses campagnes. Plus un brassard était lourd, plus son propriétaire était considéré comme riche et puissant. Ce poids constituait une garantie visuelle que,
même pendant les hivers les plus rigoureux, les provisions seraient assurées et que l'on pouvait contribuer à la communauté. Cependant, l'importance des brassards dépassait largement leur valeur monétaire. Ils servaient de moyen de paiement et de sécurité sociale. Les Vikings n'utilisaient ni système bancaire ni monnaie imprimée. Ils conservaient leurs métaux précieux sous une forme portable et portable. Lorsqu'un accord commercial était conclu, qu'un service était payé ou qu'un serment était confirmé, les Vikings retiraient leurs brassards et les utilisaient pour réduire le poids nécessaire. Cette action était généralement séparée par une entaille sur le brassard ou coupée à l'épée. Par conséquent, le poids était lourd. Porter de larges brassards garantissait visuellement la capacité d'une personne à payer ses dettes et à honorer ses engagements. Le poids du métal sur le bras d'un Viking représentait sa limite de crédit. Une personne portant des brassards épais et de bonne facture était plus susceptible d'être digne de confiance, car sa parole était présumée aussi solide que le métal. Une personne portant des brassards légers, voire inexistants, était perçue comme économiquement faible et potentiellement peu fiable. Ce poids pouvait nuire à la capacité de la communauté à s'approvisionner en nourriture ou en provisions au cœur de l'hiver. C'était aussi la preuve de sa capacité à y parvenir. Les brassards faisaient partie intégrante des rituels de loyauté et de serment. Lorsqu'un chef décernait des récompenses à ses guerriers ou à ses disciples, il les ornait de ses précieux anneaux de métal. Cela constituait un serment de loyauté entre le chef et son disciple. Le brassard n'était pas seulement un cadeau, mais aussi un symbole d'honneur, un rappel constant de la loyauté du guerrier envers son clan ou son chef, et des récompenses qui en découlaient. Porter de tels bracelets témoignait de son courage et de sa loyauté. Cela prouvait qu'un Viking avait fait ses preuves. Ses qualités étaient les plus recherchées et les plus attrayantes dans un village viking. En bref, le poids des brassards d'un Viking déterminait à la fois son pouvoir économique et son caractère social. Ce poids était un langage silencieux, mais très clair, fait d'argent et d'or, qui annonçait la richesse d'une personne, sa résistance à l'hiver, sa capacité à tenir ses engagements et sa loyauté envers son clan. Ainsi, le poids magnifique d'un brassard marquait un homme ou une femme viking au sein de la communauté. Freyja était une des déesses les plus importantes de la mythologie viking, déesse de l'amour, de la beauté, de la fertilité, de la guerre et de la magie. Sa beauté était incomparable parmi tous les dieux et déesses, et était souvent associée aux métaux précieux, notamment l'or. La légende raconte que Freyja aurait versé des larmes d'or après la perte de son mari. Ce lien légendaire a fait de l'or non seulement un symbole de richesse pour les femmes vikings, mais aussi un symbole divin. C'était un symbole de séduction et de fertilité. Les bijoux en or portés par une femme viking, notamment les colliers, les grandes broches et les bagues, symbolisaient sa richesse absolue et le succès commercial d'elle et de sa famille. L'or était extrêmement rare et provenait souvent d'expéditions, de raids ou du commerce avec les régions prospères de l'Est. Une femme qui portait de l'or lourd autour du cou déclarait silencieusement qu'elle possédait un grand pouvoir, un grand prestige et la sécurité de sa survie grâce à son mari ou à sa famille. L'or lui-même, il représentait une puissance constante qui ne perdait jamais son éclat, même dans la grisaille de l'hiver. Cet éclat distinguait instantanément la femme qui le portait de la foule, faisant d'elle la compagne ou le membre du clan le plus séduisant et le plus désirable. L'ambre était une autre matière aussi précieuse et spirituelle que l'or. Trouvé le long de la côte baltique, l'ambre était un pilier des réseaux commerciaux entre la Scandinavie et l'Europe de l'Est et du Sud. Sa couleur variait du jaune miel au don chaud, parfois teinté de rouge. Mysticisme. On croyait que l'ambre était la lumière glacée du soleil ou le don magique de la mer, tout comme l'or était les larmes de Freyja. Dans la philosophie de beauté viking, l'ambre jouait un rôle précieux, une chaleur tangible et un pouvoir de guérison. Durant les froids mois d'hiver, la douce chaleur de l'ambre au contact de la peau apportait réconfort et énergie vitale à celui qui la portait. On lui prêtait également des propriétés protectrices et curatives. Elle éloignait les mauvais esprits et les maladies. Porter des colliers et des perles d'ambre, les femmes étaient considérées non seulement riches, mais aussi protégées et en bonne santé. Cette perception de santé et de protection les rendait extrêmement attirantes, notamment en termes de fertilité et de maternité. L'alliance de ces deux matériaux
La durabilité de l'or et la chaleur de l'ambre créaient la beauté idéale de la femme viking. Elle était à la fois riche et spirituellement puissante, majestueuse et guérisseuse. Les perles de lin, retenues par des broches en or, mettaient en valeur la qualité et la couleur du tissu, tandis que le cou et les poignets, entourés de perles d'ambre, symbolisaient sa beauté. Cela prouvait qu'elle avait accès aux ressources les plus précieuses du Nord. C'est pourquoi, dans un village viking, la beauté d'une femme se mesurait au poids et à la capacité de porter ses ornements. Ce poids témoignait non seulement de la force de son mari, mais aussi de sa propre valeur sociale et économique. Les larmes de Freya étaient un gage tangible et éclatant de prospérité, d'amour et de grâce divine face à la dure et morne réalité de l'hiver. Les Vikings étaient passés maîtres dans l'art de superposer les couches de vêtements pour affronter l'hiver. La chaleur du corps au plus profond de l'âme, la couche extérieure était généralement constituée de fourrure ou d'une cape en laine épaisse et imperméable. La silhouette d'une personne pouvait facilement s'estomper et paraître volumineuse sous tant de couches. Cependant, l'esthétique viking ne permettait pas cette accumulation. L'attrait résidait dans la capacité à conserver une forme robuste même sous cette armure hivernale. Pour un viking, conserver sa forme sous plusieurs couches de vêtements était essentiel. Ou bien cela provenait d'accords commerciaux lucratifs. Au cœur de l'hiver, lorsque les ressources se faisaient rares et que les difficultés s'accentuaient, le métal louve autour du cou symbolisait la sécurité de survie pour lui et sa famille. Par conséquent, porter une bague lourde était non seulement un signe de richesse, mais aussi un partenaire fiable et stable. Cela vous rendait extrêmement attrayant. Une autre fonction essentielle de ces bagues était de servir de moyen de paiement et d'échange. L'or imprimé était rare dans la société viking, métal précieux. On l'utilisait comme une banque portable. Lorsqu'un accord commercial ou un paiement important arrivait à échéance, l'anneau était retiré et généralement découpé en morceaux d'un certain poids. Pour faciliter la découpe du métal, les anneaux étaient souvent prémarqués de fines lignes. Plus l'anneau d'un viking était grand et facile à découper, plus son pouvoir commercial et sa capacité à rembourser ses dettes étaient importants. Prêter de l'argent ou collaborer avec quelqu'un possédant des anneaux lourds était une bonne idée. On considérait qu'il n'y avait aucun risque. Cette fiabilité économique était une source majeure d'attraction et de respect chez les Vikings. Le nombre, comme le poids, était important. Porter plusieurs anneaux signifiait qu'une personne était revenue de plusieurs expéditions réussies ou avait profité de différents partenariats commerciaux. Chaque anneau représentait une histoire, une aventure et une victoire. C'était un symbole visuel de la richesse, de l'expérience et du courage d'une personne. Lors de banquets ou de réunions de réflexion, un rassemblement de personnes, le poids et l'éclat de ces anneaux lors des rassemblements marquaient indéniablement la place d'une personne dans la hiérarchie sociale. Le poids et le nombre d'anneaux de cou d'un viking constituaient sa beauté personnelle, car ils étaient la preuve la plus tangible et la plus précieuse de sa puissance économique, de son intégrité commerciale et de la sécurité qu'il assurait à son clan durant les rudes conditions hivernales. L'anneau de cou était un symbole de richesse et de confiance qui non seulement ornait un viking, mais le définissait aussi. Le visage et la peau d'un viking, c'était un témoignage fidèle de son mode de vie. Passant une grande partie de l'année en mer ou à de lourds travaux agricoles et de construction, sa peau était constamment exposée aux éléments. Les vents glaciaux de l'hiver la gerçaient et la desséchaient. Le soleil intense et le sel marin de l'été et du printemps la bronzaient et la brûlaient. Cette lutte constante entraînait inévitablement des rougeurs, des épaississements et des rides plus profondes. Un teint lisse et pâle reflétait la présence intérieure et troublante d'une personne dans le monde extérieur. Cela pouvait signaler un esclave ou un personnage de rang inférieur qui n'avait pas enduré les épreuves de la guerre. A l'inverse, une peau ridée par les intempéries témoignait d'un individu libre, commerçant, combattant ou cultivant la terre à l'extérieur. La vie à l'intérieur des maisons longues laissait des traces distinctives sur la peau. Les maisons vikings furent les premières à être ventilées. Le foyer ouvert au centre de la maison, source de vie et de chaleur, dégageait constamment une épaisse fumée. Cette fumée ne persistait pas seulement dans les vêtements et les cheveux, elle brûlait également les yeux et s'incrustait dans la peau. Une peau légèrement noircie et rugueuse par la suie était inévitable dans la vie domestique. C'était le signe qu'une personne vivait près d'un foyer chaleureux, gage de prospérité et de confort. Si la peau d'un viking était parfaitement pâle et impeccable, cela pouvait être suspect. On aurait dit qu'il n'avait ni enduré le froid de l'hiver, ni bénéficié du feu enfumé, élément vital de la maison.
Les vieilles cicatrices et callosités sur la peau étaient les mêmes que celles mentionnées dans les sections précédentes. Ils étaient une source directe d'honneur et d'attrait. Il ne s'agissait pas de défauts physiques, mais de témoignages biographiques. Une profonde cicatrice sur le visage d'un viking prouvait qu'il avait défié la mort, tandis que l'épaisse peau calleuse de ses mains et de ses bras indiquait qu'il était voué à la productivité et à la force, et non à la paresse. Ces callosités et zones durcies véhiculaient une beauté fonctionnelle, agissant comme un bouclier protecteur contre les rudes travaux hivernaux. Les Vikings, bien sûr, accordaient une grande importance à l'hygiène, l'ogar d'Agituelli. Cependant, cette peau n'était pas parfaite. Cela ne signifiait pas que c'était nécessaire. Un bain et un peignage hebdomadaire permettaient d'éliminer la saleté, la transpiration et les impuretés de la peau. Cependant, cela n'éliminait pas les dommages structurels. Une peau propre, mais abîmée par les intempéries, était un signe d'équilibre idéal. Une personne était suffisamment propre pour se respecter, mais suffisamment résistante pour ne pas craindre les épreuves de la vie. En bref, pour être considérée comme attirante dans un village viking, une peau devait être imparfaite selon les normes modernes. Votre peau témoignait d'avoir navigué sur les mers, survécu à l'hiver, manié une hache et été assise au coin du feu. C'était une carte qui vous indiquait où vous vous asseyez. Gercée, bronzée, légèrement noircie par la fumée et ornée de cicatrices, la peau était le symbole le plus puissant et le plus fiable de la beauté, témoignant de l'endurance, de l'expérience et de la liberté d'une personne. Pour les Vikings, les mains et les pieds n'étaient pas seulement des parties du corps, c'étaient des instruments de productivité et de liberté. En observant les mains d'un homme, l'épaisseur de la peau, la largeur des articulations et les couches de callosité sur les paumes révélaient son ardeur au travail, sa maîtrise de la hache, sa maîtrise de la navigation. Cela signifiait construire ou forger le fer. Cela signifiait que la personne n'était pas un fardeau pour la communauté, mais qu'elle produisait constamment de la valeur, même pendant les rudes journées hivernales. Des mains douces, soignées et calleuses pouvaient être un signe d'un rénovateur ou, pire, d'une personne gagnant sa vie grâce au travail des autres. Cependant, des mains épaisses, dures et crevassées étaient le signe le plus honnête de la réputation. Ces mains symbolisaient le travail honnête et la réputation. Cette esthétique s'appliquait également aux femmes. Une femme viking ne se contentait pas de faire le ménage. Elle s'occupait des travaux agricoles, de l'élevage, du filage de la laine et du tissage. La force et la puissance de ses mains démontraient donc sa capacité à gérer la maison, à préparer les provisions d'hiver et à protéger ses enfants. Ses mains fortes et calleuses prouvaient non seulement sa beauté, mais aussi sa compétence et sa confiance en tant que compagne potentielle. Ses mains étaient une assurance silencieuse que la famille ne souffrirait pas de faim, même au cœur de l'hiver. L'état de ses pieds témoigne d'une histoire similaire. Dans la vie quotidienne de la plupart des Vikings, Ils parcouraient de longues distances et transportaient de lourdes charges sur des sols boueux ou enneigés. Des pieds larges et bien proportionnés, durcis par des callosités, indiquaient une personne aux fondations solides. Cela signifiait une résistance physique et une résistance à la fatigue. Les callosités symbolisaient un déplacement constant, un voyageur libre, un marchand ou un guerrier. On ne pouvait pas s'attendre à ce que quelqu'un voyageant constamment et participant à des expéditions maritimes ait les pieds lisses. Par conséquent, les semelles durcies étaient une vertu née de l'expérience et de la découverte. Cette philosophie de la beauté fonctionnelle s'accordait avec l'éthique fondamentale des Vikings, productivité, responsabilité et force. Les callosités, visibles lorsqu'on levait son verre lors d'un festin, rehaussaient son statut social. Ces marques démontraient qu'on ne reculait pas devant les difficultés, mais qu'on les acceptait. Les callosités étaient un biographe silencieux, reflétant la forme la plus pure d'une esthétique de la survie, honorant la résistance à l'hiver. Ainsi, dans un village viking, l'attrait se basait sur la texture calleuse et l'odeur du travail, plutôt que sur la douceur de la peau. Ses mains prouvaient leur force pour porter le poids du cadavre entier sur leurs épaules. Pour les Vikings, la beauté féminine était synonyme de force biologique et de prospérité. Le corps d'une femme, même durant les hivers les plus rigoureux, devait lui garantir une grossesse saine et la possibilité de donner naissance à une progéniture vigoureuse, ce qui était considéré comme l'investissement le plus important pour l'avenir de la communauté. Par conséquent, une maigreur extrême ou une fragilité était considérée comme peu attrayante. Ces signes étaient des carences nutritionnelles ou des maladies chroniques.
L'apparence recherchée était une silhouette saine et pleine. Cela indiquait qu'une femme avait accès à des nutriments adéquats, notamment des protéines et des lipides. De bonnes réserves de graisse corporelle multipliaient les chances de survie de la femme et de son enfant à naître aux famines hivernales. Par conséquent, une silhouette forte et une apparence dynamique représentaient non seulement une forme de beauté personnelle, mais aussi un prestige social. C'était une preuve tangible de valeur. Lorsqu'une femme paraissait en bonne santé, elle témoignait de la solidité financière de sa famille et de son mari. Cela la rendait plus respectée et donc plus attirante au sein de la société. Cette force physique incluait également la capacité à se remettre d'un accouchement. Les Vikings savaient combien l'accouchement pouvait être dangereux et difficile. Une femme dotée d'une ossature solide, d'une bonne masse musculaire et d'une capacité de guérison rapide pouvait non seulement être fertile, mais aussi reprendre rapidement sa reproduction. C'était une qualité essentielle au rythme effréné de la vie viking. La beauté d'une femme ne se limitait pas à sa force biologique, elle était également rehaussée par les symboles de statut qu'elle portait. Comme mentionné précédemment, les bijoux en or et en ambre reflétaient la santé, la protection et la richesse familiale d'une femme. Ces bijoux étaient considérés comme la manifestation physique des bénédictions et de la fertilité de Freya. Porter des bijoux riches et brillants symbolisait non seulement sa beauté, mais aussi sa protection spirituelle. Enfin, une autre dimension essentielle de cette esthétique était la santé des cheveux et de la peau. Une femme qui pratiquait régulièrement le rituel de la laugarda, le jour de la lessive, et gardait ses cheveux propres et bien coiffés, était considérée non seulement comme attirante, mais aussi disciplinée et hygiénique. L'hygiène était particulièrement cruciale pour la santé reproductive, témoignant du soin qu'une femme portait à son corps et à ses soins. Dans le monde viking, la soie n'était pas un simple morceau de tissu. Elle incarnait le statut, le pouvoir et les relations internationales. Il était impossible de le produire en Scandinavie. On l'acheminait depuis l'Empire byzantin, les terres perses ou l'Extrême-Orient par de longues et dangereuses routes commerciales longeant les fleuves russes et la mer Baltique. Ce voyage prenait des mois, comportait de grands risques et nécessitait des dépenses importantes. Par conséquent, voir un morceau de soie sur quelqu'un, parfois le col d'un thon, parfois une doublure de châle ou de robe, signifiait qu'il s'agissait soit d'un marchand expérimenté ayant accompli avec succès ses périlleux voyages, soit de quelqu'un capable d'acquérir une marchandise aussi précieuse. Elle symbolisait une immense richesse. L'attrait de la soie résidait principalement dans sa texture et la façon de refléter la lumière. Contrairement à la texture terne et rugueuse de la laine, la soie était lisse, légère et brillante. Le subtil scintillement de la soie dans la faible lumière d'un feu et son mouvement conféraient à celui qui la portait une allure mystérieuse et élégante. Cette élégance, contrairement à la force brute d'un guerrier, représentait la richesse raffinée et l'autorité civilisée. Lors d'un festin viking, le doux bruissement de la soie se distinguait immédiatement des sons lourds de la laine et du cuir. Elle annonçait discrètement le statut social élevé d'une personne. Le prestige social était lié aux histoires que la soie véhiculait. Un marchand qui portait de la soie n'était pas seulement riche, il apportait à son clan savoir, produits exotiques et relations avec le monde extérieur. La soie qu'il portait représentait la splendeur de Byzance, les mystères de l'Orient et la prospérité des contrées lointaines. Cette personne était perçue comme quelqu'un qui comprenait les rouages du monde au-delà des limites étroites du village, pouvait négocier avec différentes cultures et se défendre. Une telle expérience, la connexion signifiait la capacité de fournir au clan des ressources vitales pendant les rudes journées d'hiver. Ce savoir était aussi attirant que la force physique. De plus, la soie était souvent teinte de couleurs vives et attrayantes. Comme mentionné précédemment, les couleurs vives, en particulier les violets et les rouges profonds, étaient obtenues avec les teintures les plus coûteuses, ce qui multipliait le coût de la soie déjà précieuse. Ces couleurs saturées sur la soie témoignaient visuellement de la richesse et de la consommation de luxe d'une personne. Porter de la soie pour un marchand témoignait de sa prospérité économique. Elle symbolisait la réussite indéniable d'un marchand, faisant de lui l'un des individus les plus recherchés pour le mariage et le partenariat. En bref, l'attrait du marchand reposait sur le courage de prendre des risques et la récompense qui en découlait. La soie était un symbole tangible du retour sain et sauf d'exéditions dangereuses
offrant une sécurité contre les risques de famine hivernale et contribuant au bien-être de son clan. Par conséquent, une pièce de soie soignée et brillante portée par un marchand dans un village viking n'était pas seulement belle, mais aussi normée. C'était la preuve la plus élégante et la plus silencieuse de la force, de l'intelligence, de la connaissance du monde et de la solidité financière. Imaginez-vous maintenant à l'intérieur d'une maison longue viking, rayonnant dans la lumière vacillante de l'âtre. La peau d'un viking ne portait pas seulement les cicatrices des vents rigoureux de l'hiver ou des batailles. Parfois, une personne ornait son corps de tatouages et de symboles. Ces tatouages étaient plus que de simples ornements. Ils étaient une déclaration durable de beauté et d'identité, reflétant la loyauté clanique, les croyances mythologiques et le courage individuel d'une personne. Bien que les preuves archéologiques définitives du tatouage soient limitées, les descriptions saisissantes des Vikings russes rencontrés par le voyageur arabe Ibn Fadla au Xe siècle après Jésus-Christ confirment fortement l'existence et l'importance de cette pratique. Fadla a noté que le corps de ces peuples était recouvert, du cou jusqu'au bout des doigts, de motifs, formes et symboles d'arbres verts foncés ou noirs. Ces tatouages constituaient l'expression visuelle la plus forte de l'identité viking. Tatouage d'un viking. Ils exprimaient avant tout la loyauté clanique et l'honneur familial. Symbole clanique, motif représentant des esprits ancestraux ou signe des dieux que le clan protégeait, inscrivait à jamais l'appartenance d'une personne à sa peau. Ces tatouages témoignaient de sa loyauté indéfectible, non seulement envers sa communauté actuelle, mais aussi envers les générations passées et futures. En combat, ces tatouages constituaient un dissuaseur pour l'ennemi, qui savait que le guerrier ne fuirait pas, car cela couvrirait de honte non seulement lui-même, mais aussi le clan entier qu'il portait sur sa peau. C'était le ciel de loyauté et d'honneur le plus durable et le plus douloureux. Un autre rôle essentiel des tatouages était d'exprimer une croyance et une protection mythologique. Les Vikings croyaient profondément au pouvoir des dieux et des créatures légendaires. Lorsqu'un guerrier tatouait le symbole d'Odin, le symbole du nœud ou le marteau de Thor, Mjolnir, sur son bras, cela signifiait qu'il implorait la protection de ce dieu lors des batailles et des expéditions maritimes. Des motifs complexes comme le loup Fenrir, le serpent géant Jormungandr ou l'arbre de vie Yggdrasil représentaient la philosophie de vie d'une personne et son rapport au destin. Ces symboles reflétaient leur relation avec les Vikings et leur savoir cosmologique. Ils servaient d'armure magique, les protégeant des dangers physiques et spirituels. Cette profonde dimension spirituelle conférait aux Vikings tatoués sagesse et honneur au sein de la société, le rendant extrêmement attirant. L'application du tatouage faisait également partie intégrante de la croissance. C'était un testament de courage individuel. Les techniques de tatouage viking étaient primitives et douloureuses comparées à celles d'aujourd'hui. L'encre utilisée, généralement un mélange de traces, d'as et d'huile végétale, était appliquée à l'aide d'aiguilles ou d'outils pointus. Le tatouage était lentement gravé dans la peau. Ce processus long et ardu démontrait la résistance à la douleur et la maîtrise de soi d'une personne. La tolérance à la douleur était une pierre angulaire de la culture guerrière viking, et le tatouage en était une déclaration silencieuse et permanente. Dans un village viking, l'attirance se déterminait non seulement par une armure brillante ou de nouveaux bijoux, mais dans le sens le plus profond du terme, par l'apparence d'après-bataille, l'aura d'un héros épuisé mais triomphant. Cette apparence incarnait les épreuves et le triomphe qui élevaient un viking à son plus haut niveau de séduction. Il était l'incarnation du guerrier. Lorsqu'il franchissait la porte, ses vêtements témoignaient de mois de lutte et de combat contre les éléments. Sa fourrure était durcie par le sel marin, sa laine noircie par la suie et la saleté. La fatigue qu'il portait en lui irradiait une force spirituelle plutôt qu'une beauté physique. L'expression de son visage ne reflétait en rien la nourriture qu'il avait ingurgitée, ni son profond sommeil. Son esprit était empli des souvenirs des vagues qu'il avait brisées, des épées qu'il avait brandies et des camarades qu'il avait perdus. Cette profonde lassitude témoignait d'un accomplissement de son devoir jusqu'au bout. Et cela prouvait qu'il n'avait pas choisi la facilité. Pour un viking, cet état de lassitude et d'épuisement était la plus pure expression de l'honneur. Son visage n'était ni lisse ni frais. Il était brûlé par le vent, bronzé et durci. Les cernes sous ses yeux trahissaient des veilles blanches et des nuits orageuses. Ces marques de lutte acharnée étaient les signes les plus sûrs de l'endurance d'un homme face aux rigueurs de l'hiver. Lorsqu'une femme ou un membre du clan voyait la détermination et l'endurance sur ce visage hagard,
il comprenait la fiabilité et la valeur de ce guerrier. Le véritable attrait résidait dans le succès caché derrière l'épuisement. Un guerrier qui revenait d'une campagne avait survécu. Cela signifiait non seulement qu'il était fort, mais aussi qu'il bénéficiait de la bénédiction du destin et des dieux. Les Vikings croyaient au pouvoir de la chance, ou Amingia et du destin. Un guerrier qui revenait victorieux d'une campagne rapportait cette fortune à son clan. Cela irradiait une aura invisible de bonheur. De plus, le royaume du retour était synonyme de richesse. Le butin qu'un guerrier apportait, pièces d'argent, soie et objets de troc, était essentiel à la survie du clan tout au long de l'hiver. Un lourd anneau d'argent neuf à son bras ou un collier d'ambre brillant autour de son cou étaient des preuves tangibles de sa réussite et de son pouvoir économique. Cette richesse renforçait encore son attrait, non seulement personnel, mais aussi social. Les cicatrices visibles sur les vêtements et le corps d'un guerrier renforçaient encore cet attrait. Les vieilles cicatrices représentaient l'honneur, tandis que les blessures récentes et cicatrisées reçues au cours d'une campagne témoignaient du sacrifice et de l'héroïsme contemporain. Penser correctement une blessure et la laisser cicatriser témoignait de l'attention portée par le clan et, par conséquent, de l'importance du guerrier. En bref, l'attrait d'un viking de retour de campagne était un mélange de triomphe, transparaissant à travers l'ombre de la fatigue et des épreuves. Chaque ride de son visage, chaque brûlure, chaque trace de fatigue témoignait de sa lutte contre l'hiver et l'ennemi. Ses histoires et ses dictons témoignaient d'une réussite. Cette apparence était la forme de beauté la plus sincère et la plus profonde, affirmant non seulement sa force physique, mais aussi sa détermination, sa fiabilité et son utilité à la survie de la communauté. La coiffure et la coiffure d'un viking n'étaient pas seulement un choix esthétique, mais aussi une manifestation soignée de son intelligence, de sa sagesse et de son statut social. Dans ce contexte, la tendance à garder un front haut, c'est-à-dire large et dégagé, était extrêmement séduisante. C'était un trait vénérable. Chez les Vikings, la croyance était forte que les traits physiques reflétaient les qualités mentales et spirituelles. Un front large et dégagé, comme celui de la Rome antique ou des cultures européennes de la Renaissance, était perçu comme un signe de capacité intellectuelle et de faculté mentale. Parce que le front recouvre directement l'avant du cerveau, le garder large et dégagé témoignait d'une intelligence claire, d'une pensée rapide et d'une sagesse pratique. C'était une déclaration silencieuse. Prendre des décisions rapides et résoudre des situations complexes était crucial, surtout dans les rudes conditions hivernales. Par conséquent, une apparence associée à la sagesse rendait automatiquement une personne plus attrayante et précieuse pour la communauté. Cette esthétique était particulièrement cruciale dans les contextes sociaux et politiques. Dans la société viking, les discours lors des assemblées légales, des things et des banquets étaient d'une grande importance. Lorsqu'une personne prenait la parole ou racontait une histoire lors d'un banquet, son front était nu, signalant à l'auditoire il symbolisait l'honnêteté, la transparence et la fiabilité. Un front caché, recouvert de cheveux, pouvait donner une impression d'évasion ou d'insécurité. Un front nu symbolisait la confiance en ses idées et l'ouverture d'esprit. C'était un élément essentiel de séduction pour les personnes ayant un potentiel de leadership et de conseil juridique. L'importance accordée par les Vikings au soin des cheveux et de la barbe a soutenu cette tendance. Les cheveux étaient peignés, arrangés et tressés, mais cette disposition veillait à maintenir le front propre et proéminent. Cela se faisait par ostentation. Si les femmes arboraient des chignons et des coiffures complexes, ces coiffures étaient souvent conçues pour laisser le front entièrement exposé. Les hommes, quant à eux, mettaient en valeur la sagesse qui se dégageait de leur visage en gardant une barbe et des cheveux soignés, surtout sur les côtés. L'attention portée à ces détails témoignait non seulement de la grâce naturelle d'une personne, mais aussi de son respect de soi et de son dévouement envers ses sujets. De plus, un front proéminent était aussi un gage de santé et de longévité pour un viking, même dans les rudes conditions hivernales. Une peau saine et des traits du visage bien définis témoignaient d'une bonne nutrition et d'une résistance aux maladies. Même la présence de rides témoignait d'une certaine expérience. La forme générale et la propreté du front témoignaient de la force biologique d'une personne. Cette assurance biologique était la garantie la plus fondamentale et la plus attrayante pour ceux qui recherchaient un partenaire.
Le regard d'un viking n'était non seulement le reflet de son âme, mais aussi, par la légende de la couleur de ses yeux, annonçait son lien avec les dieux, les créatures mythiques et les forces cosmiques. La couleur des yeux devint un symbole mystique et puissant, transcendant l'être humain, le faisant passer du simple mortel à une force captivante. Dans la mythologie et les croyances vikings, dieux et créatures légendaires représentaient les forces élémentaires de la nature. Parmi les reflets les plus évidents de ces forces figuraient les yeux clairs, comme le bleu, le gris et le vert. Ces teintes évoquaient les éléments fondamentaux du paysage scandinave, le bleu glacial de la mer, le gris du ciel brumeux et le vert des pâturages d'été. Les yeux arborant ces couleurs semblaient être directement imprégnés de cette nature. L'association la plus courante, et peut-être la plus importante, était celle avec le bleu et les nuances d'un bleu glacial. Ces couleurs étaient celles des glaciers et des rivières gelées au cœur de l'hiver. Les yeux bleus étaient souvent associés à des dieux importants comme Odin et Thor. Cela donnait l'impression qu'un viking aux yeux bleus possédait une grâce divine ou une lignée bénie. Les yeux bleus vifs, reflétant la puissance de Thor, étaient le signe d'un esprit guerrier et d'une force physique. L'œil unique d'Odin, avec sa quête sage, sa disparition allait encore approfondir la mythologie de la couleur des yeux. La couleur et la profondeur de l'œil restant symbolisaient un lien avec la connaissance mystique et le destin. Les tons gris et verts, en revanche, avaient un attrait différent, mais tout aussi significatif. Les yeux gris symbolisaient le ciel souvent brumeux du nord et les fjords profonds et mystérieux. Cette couleur était souvent associée à l'intelligence, à la sagesse et à la prévoyance. Un viking aux yeux gris était non seulement fort, mais aussi vif d'esprit, intelligent et influent dans les réunions sociales. On l'apercevait comme une personne pleine de potentiel. Cependant, les yeux verts étaient plus souvent associés à la fertilité, à la vie et à la magie. View évoquait l'éveil des pâturages printaniers et des déesses de la terre. Les femmes aux yeux verts étaient particulièrement attirantes, car elles incarnaient la beauté terrestre et le potentiel de fertilité de Freya. Les yeux marron foncé, contrairement aux yeux plus clairs, avaient un charme particulier. Ils pouvaient souvent indiquer une origine plus méridionale et une expérience sur les routes commerciales lointaines. Vikings étaient liés à différentes cultures par le biais d'expéditions et de commerce, et la couleur sombre des yeux ajoutait une touche d'exotisme, indiquant que l'individu avait apporté savoir et richesse du monde extérieur. Cette perception mystique renforçait le statut social et le charisme personnel des Vikings. L'association de la couleur des yeux avec les dieux leur conférait un sentiment d'invulnérabilité et de prestige au sein de la société, surtout pendant les jours sombres et rigoureux de l'hiver. Les yeux clairs et brillants des Vikings qui vous fixaient montraient qu'ils portaient encore en eux les puissants éléments du soleil et de la glace. Pour ceux qui recherchaient un partenaire ou un compagnon, c'était la source d'attraction spirituelle la plus puissante. Imaginez maintenant un viking, chevauchant à travers les étendues glacées du Nord pendant les mois d'hiver. Pour un viking, une autre source de charisme était aussi importante qu'un bras puissant et une épée tranchante, c'est-à-dire la capacité à monter et à soigner les chevaux. Cette compétence était non seulement pratique, mais aussi un signe de statut, de sagesse et d'appartenance mythologique, rendant un homme extrêmement attrayant au sein de la société. Pour les Vikings, le cheval n'était pas seulement un moyen de transport, c'était un symbole tangible de statut social, de richesse et de puissance martiale. Dans les paysages accidentés et enneigés du Nord, posséder un cheval et le maintenir en bonne santé, même dans les rudes conditions hivernales, témoignait de la puissance économique d'une personne. Posséder un bon cheval permettait de transporter suffisamment de provisions, même pendant les famines hivernales, d'arriver à l'heure au rassemblement et surtout de gagner en vitesse et en agilité en combat. Un homme qui prenait soin de son cheval, le nourrissait et le dressait avec soin, était un homme responsable. Il était perçu comme un homme d'autorité, prévoyant et digne de confiance. Ces qualités étaient essentielles pour attirer un chef de clan ou un guerrier respecté. L'équitation, en revanche, était directement liée au charisme personnel et à l'honneur guerrier. Être un cavalier rapide et habile constituait un avantage crucial au combat.
La posture d'un viking sur son cheval reflétait sa confiance et son habileté. Un homme capable de contrôler sa monture et de la guider sur les terrains les plus difficiles était non seulement fort physiquement, mais aussi mentalement. Cette harmonie entre la discipline du cheval et la maîtrise du cavalier était un symbole recherché d'équilibre et de domination dans l'esthétique viking. Dans une culture guerrière, une telle domination et une telle habileté rendaient un homme immédiatement attirant. Les chevaux étaient également au cœur de la mythologie et des croyances religieuses vikings. Sleipnir, le puissant destrier à 8 pattes du dieu principal Odin, était un symbole de vitesse et de capacité à transcender le monde. L'attention et le respect témoignés aux chevaux témoignaient indirectement du respect pour ses pouvoirs divins. Posséder un bon cheval et nouer un lien privilégié avec lui signifiait bénéficier des bienfaits du monde mythologique. Ce lien mystique conférait à un homme un attrait non seulement physique, mais aussi spirituel au sein de la société. La santé et la force de leurs chevaux étaient également importantes pour les prophéties et les rituels sacrés des Vikings. Par conséquent, savoir prendre soin des chevaux était un signe de maîtrise non seulement des animaux, mais aussi de sa propre destinée. Monter et prendre soin des chevaux en plein hiver, son habileté devint encore plus cruciale. Gérer des chevaux sur des terrains enneigés et verglacés exigeait une habileté et une patience particulières. Un homme qui préparait les sabots de son cheval aux conditions hivernales et lui fournissait couvertures et abris pour le protéger du froid était considéré comme prévoyant et ingénieux. Celui qui pouvait garder son cheval en bonne santé tout au long de l'hiver assurait liberté de mouvement et sécurité à lui-même et à son clan. Cette sagesse pratique était l'une des qualités les plus recherchées et les plus attrayantes dans les rudes conditions hivernales. L'épée ou la hache portée à la main n'était pas seulement un instrument de mort, mais aussi le symbole le plus précieux, reflétant la réputation, la richesse et la beauté personnelle. L'éclat, l'entretien et l'ornementation de l'arme personnelle racontaient comment elle conférait du prestige dans un village viking. Pour les Vikings, une arme était un fragment de l'âme et un héritage ancestral. L'épée, par exemple, était un luxe qui témoignait du statut élevé de son propriétaire, car sa fabrication était difficile et coûteuse. Plus la lame était polie et tranchante, plus l'individu était rigoureux et méticuleux. Le métal tendait à rouiller rapidement dans les conditions rudes et humides de l'hiver. Huiler, polir et entretenir son arme constamment demandait beaucoup d'efforts, de temps et l'accès à des huiles coûteuses. Cette attention méticuleuse aux détails démontrait que l'individu était non seulement habile au combat, mais aussi responsable et attentif aux détails. Une arme habile signifiait que son propriétaire était prêt à affronter l'adversité et toujours prêt au service. Ce genre de responsabilité était la marque de fabrique du Viking. C'était l'une des qualités les plus recherchées et les plus attrayantes de la société. L'ornementation et le savoir-faire d'une arme étaient les indicateurs les plus clairs de prestige. Les poignées d'épée, les fers de hache et les bords des boucliers étaient souvent ornés d'incrustations d'argent, d'or ou de bronze. Ces incrustations n'étaient pas seulement esthétiques, mais témoignaient aussi d'une richesse artistique. Par exemple, les motifs noueux complexes sur la poignée d'une épée, de style Ernest ou Borès, indiquaient que son propriétaire était de haut rang et suffisamment riche pour financer ce travail artisanal. Ces décorations transformaient l'arme, passant d'un simple outil à une œuvre d'art et à un symbole de prestige. L'arme elle-même portait également le récit des campagnes et des victoires de son propriétaire. Chaque entaille sur la lame, chaque abrasion sur la poignée révélait les combats auxquels l'individu avait participé et ses exploits. Ces cicatrices de combat, comme celles du visage, étaient des preuves tangibles d'honneur et de courage. Mais au-delà de ces cicatrices, l'arme se distinguait par son éclat magnifique et son bon état. La présence d'une épée symbolisait non seulement le courage du guerrier, mais aussi sa capacité à survivre, témoignant du succès continu de son arme. Entretenir son arme durant les longues nuits d'hiver était un rituel apaisant. En frottant lentement le tranchant de son arme dans la faible lumière du foyer, le guerrier se libérait de cet acte et se préparait au combat du lendemain. La lumière qui éclairait la surface de l'arme créait un effet méditatif. Le doux bruissement du polissage et le rythme de l'application d'huile sur le métal rappelaient. Elle créait une mélodie paisible dans le calme de l'hiver. En bref, l'éclat de l'épée d'un viking et l'ornementation de sa hache étaient parmi les expressions les plus puissantes de son charme personnel.
c'était une couronne d'argent et d'acier qui témoignait de la richesse, de la discipline, du goût artistique et de l'honneur guerrier de son propriétaire. Posséder une arme aussi bien entretenue et ornée constituait un prestige visuel puissant, démontrant que l'individu n'était non seulement puissant, mais aussi indispensable et respecté au sein de la société. La vie viking était une lutte constante contre les éléments. Le travail physique intense, l'agriculture, la forge et la navigation, les vêtements de fourrure et de laine et les habitations mal ventilées créaient inévitablement un environnement odorant unique. Sentir propre dans cet environnement ne signifiait pas l'absence totale de sueur et de saleté en hiver. Cela signifiait une odeur naturelle et contrôlée. Comme mentionné dans des articles précédents, le rituel viking du Lavgardagar, jour de lessive, témoignait de l'importance capitale de l'hygiène. Des bains chauds solennels éliminaient la sueur, la saleté et les mauvaises odeurs. Ce nettoyage régulier était essentiel pour que l'odeur corporelle reste tolérable et naturelle. Au-delà de la propreté, l'odeur naturelle d'un viking révélait son alimentation et ses activités. Un régime composé de viande, de poisson, d'oignons et de céréales en abondance créait une odeur corporelle légèrement forte. Cette odeur indiquait que la personne avait été bien nourrie tout au long de l'hiver et n'avait pas souffert de famine. La tolérance à ces odeurs n'était pas seulement une question d'habitude, mais aussi l'acceptation d'un environnement de survie sain. L'odeur âcre d'une personne sous-alimentée ou sous-alimentée aurait été alarmante et répulsive pour la communauté. Par conséquent, l'odeur naturelle d'une alimentation riche mais saine était en réalité attrayante, signe de vitalité et de force biologique. L'odeur émanant des vêtements d'un viking avait une signification similaire. Si la fourrure et la laine offraient une protection vitale contre le froid hivernal, ces matières retenaient facilement les odeurs de fumée, de sel marin et d'usure prolongée. Un atelier de forgeron. Une légère odeur de fer et de cuir indiquait la productivité et la valeur économique d'une personne. L'odeur d'eau salée, de poisson et de goudron d'un marin reflétait son expérience et son pouvoir commercial. Ces parfums professionnels naturels étaient bien plus fiables et précieux que les essences artificielles, car ils témoignaient de l'utilité sociale d'une personne. Bien sûr, les Vikings ne rejetaient pas complètement les parfums. Des huiles végétales, des essences et certaines épices ont été retrouvées dans des tombes et des villages. Cependant, elles ne reflètent généralement pas l'odeur corporelle. Ces senteurs subtiles, souvent issues de plantes locales, étaient utilisées non pas pour masquer, mais pour souligner la propreté après le bain ou pour parfumer les tissus. Elles accompagnaient délicatement l'odeur naturelle d'un corps nettoyé sans la masquer. Leur charme ne résidait pas dans un voile de senteurs fortes et artificielles, mais dans l'odeur naturelle révélée par la transparence de la propreté. Cette tolérance culturelle et cette importance accordée aux senteurs naturelles soulignent l'honnêteté et la praticité de la philosophie viking de la beauté. Être considéré comme attrayant dans un village ne résultait pas d'une fausseté dissimulée, mais d'un parfum authentique de santé, de propreté et de travail acharné. Dans la croyance viking, Haminga, pluriel Hamingi, désignait la chance personnelle, la bonne fortune ou l'esprit protecteur d'un individu. C'était un pouvoir mystique inné, parfois transmis de génération en génération. Une personne possédant Haminga était systématiquement perçue comme prospère, déterminée et chanceuse. Ses voyages en mer rapportaient du butin, ses champs étaient fertiles et elle revenait indemne des batailles. Cette chance était réservée à cet individu seul. Cela n'avait pas sa place. Tel un porte-bonheur contagieux, Haminga irradiait une énergie positive autour de lui, de son clan et même de sa maison. Ce pouvoir spirituel était la plus grande source d'attrait pour un viking. Avec la menace constante de la famine, de la maladie et de la guerre en hiver, les gens recherchaient naturellement sécurité et stabilité. Un guerrier physiquement fort était impressionnant. Cependant, quelqu'un connu pour posséder Haminga insufflait une confiance plus profonde et plus durable. Se marier ou nouer un partenariat commercial avec une telle personne était l'expérience hivernale la plus difficile. Cela signifiait que le destin vous souriait, même à votre plus jeune âge. Ainsi, même si le visage d'une personne était couvert de cicatrices ou de petite taille, s'il rayonnait constamment de succès, de santé et de prospérité, elle était le partenaire le plus désirable de la société. Comment Haminga se reflétait-il dans la beauté physique ? Parce qu'une personne était constamment chanceuse et prospère,
Elle portait sur son visage un profond sentiment de paix, de confiance en soi et de détermination. Son regard était brillant, sa posture droite et sa voix puissante. Ce rayonnement intérieur illuminait son apparence extérieure. Elle distinguait les gens ordinaires. La beauté n'était pas une huile appliquée extérieurement, ni un métal porté, mais un rayonnement émanant de l'âme. C'était l'expression ultime de la philosophie viking, selon laquelle le succès est la beauté. Un autre aspect de cette beauté spirituelle était le charisme social. Une personne possédant Aminga était réputée non seulement pour sa chance, mais aussi pour ses bonnes manières, sa générosité et sa loyauté. Le mauvais caractère et l'égoïsme d'une personne chanceuse pouvaient rapidement faire décliner sa chance. Par conséquent, entretenir Aminga était une exigence sociale. Il fallait aussi entretenir ses vertus. Faire preuve de générosité lors des banquets, aider ses camarades et parler franchement lors des assemblées légales renforçait Aminga. Cet attrait social et moral transformait un individu, autrefois simple amateur de plaisirs éphémères, soucieux uniquement de son apparence, en un partenaire de confiance pour longtemps. Durant les longues nuits sombres de l'hiver, lorsque le désespoir rôdait, la présence d'une personne possédant Aminga était un véritable stimulant moral. Cette personne rayonnait d'élégance et d'endurance. À l'intérieur d'une maison longue, le foyer et quelqu'un assis à côté de lui racontant des histoires par hasard allégeait la pression hivernale sur le clan et apportait la force morale qui maintenait la communauté unie. Pour les Vikings, la générosité n'était pas seulement un acte de bonté, c'était une déclaration de force et de fiabilité. Lorsque la menace de famine planait constamment en hiver, la capacité à partager généreusement ses richesses et ses ressources témoignait de stabilité financière et d'anticipation. Lors d'un festin, partager généreusement nourriture, boisson ou une pièce d'argent du butin de guerre était un signe de... Une personne qui donnait envoyait un message à la communauté « Je suis riche et je suis assez fort pour la partager avec vous ». C'était une garantie vitale pour la survie du clan. Cette générosité faisait de cette personne non seulement un être aimé, mais aussi un chef ou un partenaire potentiel digne de confiance et précieux. La générosité était aussi un système de création de dettes sociales. Plus une personne donnait, plus on lui devait loyauté et gratitude. C'était une source de pouvoir et de statut dans la société viking. La générosité constante d'un chef, ce comportement lui permettait de fidéliser sa communauté. Dans ce contexte, la générosité augmentait l'attrait social d'une personne. Une personne généreuse était aimée et respectée. Malgré ses imperfections physiques, le charisme social qu'elle gagnait en faisait l'une des figures les plus attirantes de la communauté. Cette vertu était également étroitement liée à l'honneur, le code éthique fondamental des Vikings. L'avarice était une grande source de honte et d'exclusion sociale. Être généreux et ne pas partager était perçu comme une atteinte aux intérêts de la communauté. Au contraire, la générosité démontrait la richesse de l'âme et la supériorité morale. Cette beauté intérieure était bien plus durable et impressionnante que l'apparence extérieure d'un viking. Même durant les rudes journées d'hiver, celui qui faisait preuve de générosité rayonnait de force spirituelle et de noblesse. Cela faisait de lui l'individu le plus désirable. Fermez les yeux et imaginez-vous dans le Ting, l'assemblée, ou la maison longue, le lieu social et juridique le plus important où la communauté se réunissait dans l'obscurité de l'hiver du Nord. Imaginez une salle de banquet. La force physique était primordiale à cette époque, mais ce qui permettait véritablement à une personne de se démarquer et de créer un attrait durable, c'était son talent oratoire. Savoir parler intelligemment, rapidement et avec persuasion comptait parmi les qualités les plus recherchées et respectées dans un village viking. La société viking était une culture où les litiges juridiques et les décisions politiques se réglaient par le débat verbal. L'assemblée en plein air était le lieu privilégié de cette puissance verbale. Qu'il s'agisse de gagner un procès, de défendre ses droits ou de promulguer une nouvelle loi, sa capacité à gagner
dépendait largement de sa logique, de sa mémoire et de son aptitude à la persuasion. Un viking capable de prononcer un discours clair, fluide et juridiquement érudit au Parlement démontrait non seulement sa force physique, mais aussi sa supériorité mentale. C'était une arme plus efficace qu'une hache de guerre. C'était une force qui maintenait l'ordre et la paix au sein du clan pendant les rudes journées d'hiver. Une telle intelligence et une telle éloquence faisaient un viking à la fois un ennemi redouté et un allié recherché. Les festins et les rassemblements, en revanche, étaient le domaine de l'art oratoire. C'étaient des lieux où un homme exhibait sa sociabilité. Ici, l'attrait se déterminait non seulement par des arguments juridiques, mais aussi par sa capacité à raconter des histoires, à réciter de la poésie et à formuler des répliques rapides et pleines d'esprit. Quelqu'un capable de raconter avec brio des sagas ancestrales ou des exploits militaires dans la pénombre de la Maison Longue, au cœur des nuits d'hiver, était un trésor inestimable, perpétuant la mémoire culturelle de la communauté. Un bon conteur remontait le moral des membres du clan, les divertissait et leur insufflait un sentiment d'identité commune. C'étaient des vaccins. C'était une lutte spirituelle contre la morosité de l'hiver. La réactivité d'un viking était le summum de la grâce sociale. Jeux de mots et querelles étaient monnaie courante lors des festins. Répondre instantanément avec intelligence et sarcasme à une insulte ou à un défi démontrait l'agilité et la confiance en soi. C'était une forme de duel verbal qui assurait le statut social. Être capable d'esquiver habilement une attaque verbale rendait non seulement intelligent, mais aussi digne de confiance et charismatique. C'était une bonne chose. Les talents oratoires augmentaient également le hamingas, ou chance, ou bonne fortune des vikings. Une personne dont les paroles étaient sincères et persuasives prenait généralement de bonnes décisions. Cela crée une aura de succès et de prospérité autour d'elle. Par conséquent, l'admission dans un village viking était déterminée non seulement par la force de ses muscles et de son épée, mais aussi par la vivacité de son esprit et la maîtrise de sa langue. Les talents oratoires étaient essentiels pour prendre des décisions qui assuraient la survie du clan pendant les rudes journées d'hiver, et la cohésion de la communauté a joué un rôle essentiel pour le maintenir ensemble. Bonne nuit. Ah, 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 ah.